Ok, la dernière fois, nous sommes arrêtés sur l'accès aux éléments du DOM. Et vous vous rappelez très bien de ce qu'on avait dit par rapport au DOM. On avait dit quoi? Le DOM, c'était le DOM représentait en fait la structure de notre page. Et on avait dit quoi? Une page web avec plusieurs nœuds. Et le DOM, c'était donc la représentation de ces différents nœuds-là. Donc, lorsqu'on a une page web, on a différents euh, nœuds à l'intérieur. Et ces nœuds-là peuvent être représentés sous forme d'arbres. C'est cet arbre-là, en fait, qu'on appelle le DOM. Et en JavaScript, on va pouvoir accéder à chaque nœud, pour pouvoir le modifier à notre guise, en fait, pour rendre la page, en fait, accessible. Donc, c'était ça l'objectif. Donc, tout à l'heure, on m'a posé la question pour réellement savoir c'est quoi concrètement la différence entre un site web et une application web. Bon, j'ai même pas apporter une précision là-dessus avant qu'on avance, parce que peut-être jusqu'à présent, on n'a pas bien compris. Alors, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a introduit le cours sur le web, lorsqu'on commençait le HTML, CSS, on avait dit quoi, que, que lorsqu'on parle de site web, en fait, c'était une collection de pages qu'on avait et qu'on devait les interconnecter. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, on a une collection de pages qui seront interconnectées et devraient être accessibles en utilisant quoi? En utilisant notre navigateur web, un navigateur Internet. Donc, les sites web, en fait, seront consultés bien évidemment à partir de nos appareils. Mais maintenant, les sites web n'auront pas, on va souvent dire quoi? On va souvent dire que les sites web auront plus un contenu juste en lecture. Il n'y aura pas trop d'interaction avec, en fait, entre l'utilisateur et le site en question. Or, lorsqu'on parlait d'application web, en fait, on peut peut-être dire, c'est un logiciel web, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un logiciel qui sera accessible sur le web. Est-ce que vous voyez déjà la différence? Donc, logiciel proprement dit. C'est-à-dire quoi? On a par exemple un logiciel installable sur la machine. Lorsqu'on parle d'application web, en fait, ça veut dire quoi? C'est ce logiciel-là qui était installé sur la machine qu'on le déporte maintenant dans le navigateur du client. Il sera maintenant accessible à partir d'un navigateur. Il est sur Internet, mais dorénavant, il sera donc accessible à partir de l'ordinateur du client. Donc, c'est un peu ça la différence. Le plus souvent, on va dire qu'un site web simple. Par exemple, là, vous êtes en train de vouloir faire quoi? Vous êtes en train de vouloir créer le site web de Paycopsoft. Il n'y a pas vraiment de fonctionnalité à l'intérieur, quoi. On va dire qu'il n'y a pas de fonctionnalité. Ce sera juste un site web de présentation. Donc, par exemple, on va l'appeler site web, simplement. Maintenant, lorsque vous avez une application, par exemple, je vous ai demandé de créer une application de gestion des finances personnelles. C'est un logiciel proprement dit. Pourquoi c'est un logiciel? Vous aurez des fonctionnalités à implémenter, en fait. L'utilisateur va entrer les données, vous allez traiter les données, enregistrer ces données. Donc, il y a des fonctionnalités. Plus souvent, on va parler d'application métier parce que ça va résoudre un problème. Regardez bien la différence entre le premier qui est cité. Vous êtes en train de créer un site vitrine pour l'entreprise. Mais ce site web-là, ce n'est qu'une vitrine en fait. De l'autre côté, on a une application de gestion des finances personnelles qui vient résoudre un problème. Quelqu'un veut gérer quoi? Ses finances personnelles. Et vous faites une application web. C'est une application web, c'est quoi? C'est un logiciel qu'on déporte sur le web en fait. Donc, les applications web ont des fonctionnalités interactives et un service spécifique. Un site web n'a pas vraiment tout ça. Un site web, ça peut être juste un truc pour afficher les informations, etc. Lorsque vous avez une application logicielle qui est accessible à un navigateur Internet, on va tout simplement dire que c'est une application web. VS Code, je ne me rappelle plus du lien. Est-ce que le lien est encore là? Bon, il n'y a pas le lien en tête, mais ok, c'est ça. Ici. vscode.def, si je ne me trompe pas, oui. Voilà la version en ligne. Avec ça, vous pouvez travailler directement sur un serveur en ligne sans avoir besoin de la machine en fait. Donc, vous connaissez directement votre code sur GitHub, vous travaillez, vous déployez en ligne directement sans. Donc, s'il y a un problème, vous travaillez directement en ligne. C'est l'avantage. Voilà.
Et lorsqu'on parle des sites web, un site web ne sera qu'à titre vitrine, juste pour présenter les informations. Ici, là, il y a vraiment ce qu'on appelle des fonctionnalités que vous pouvez en fait, il y a des fonctionnalités. Il y a par exemple simple avec le logiciel que vous avez demandé de créer. On a quoi? On a une application mythique qui va permettre de faire quoi? Gérer les finances personnelles d'une personne. Donc la personne aura par exemple ses portefeuilles. Elle peut avoir son compte en banque, elle peut avoir, en fait, quand il dit compte en banque, ça peut dire quoi? Elle sait que dans son compte en banque, il y a telle somme, mais elle veut pouvoir contrôler cette somme-là à partir de son téléphone pour ne pas à chaque fois aller regarder au guichet, quel est le montant qui est dans sa carte. Donc quand elle fait une dépense qu'elle a retirée peut-être de du guichet, elle note dans son application une nouvelle dépense de telle somme. J'ai retiré cette dépense dans quel compte? Dans le compte courant, dans le compte épargne, ou bien j'ai payé en espèces peut-être au supermarché. C'est un peu comme c'est ça l'objectif un peu de gestion des finances personnelles. J'espère que c'est comme ça que vous avez compris. OK. C'est l'objectif de l'application, c'est de faire quoi? C'est d'enregistrer toutes les dépenses en une journée et le soir, totaliser cela. En fin de semaine, totaliser les entrées, totaliser les sorties. À la fin du mois, totaliser les entrées, les sorties au niveau de chaque compte. On appelle l'utilisateur doit être capable de pouvoir ajouter plusieurs comptes. Quand il dit plusieurs comptes, ça veut dire quoi? Plusieurs portefeuilles. Donc peut-être quand s'il a l'espèce sur lui, il crée un portefeuille, l'argent en espèces qui est sur lui. Ça vous permet de contrôler l'argent que vous avez en espèces chez vous, par exemple. Vous voyez que c'est une bonne application. Ça vous permet de savoir quel est l'argent que j'ai à tout moment. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous faites des dépenses, mais vous ne connaissez plus ce qui vous reste. Vous êtes obligé à chaque fois d'aller chercher peut-être les tiroirs pour regarder combien il reste, chercher les poches. Est-ce que vous voyez un peu l'utilité d'une application de gestion des finances personnelles? Oui, oui, c'est ça l'avantage en fait. C'est pour ça que vous allez voir dans les écoles, on vous apprend toujours le langage C avant. En fait, dans presque toutes les écoles d'ingénierie, on commence toujours soit par le C, soit par le C++, soit par le Pascal, soit par le Delphi. Pour vous permettre, c'est en fait déjà pour vous faire quoi? Pour vous faire goûter à la rigueur de la programmation. Parce que certains, il y a souvent des clashs sur Internet qui disent, et certains seniors disent que c'est plutôt bien de commencer à apprendre la programmation par JavaScript parce que c'est facile, et ainsi de suite. Or, avec JavaScript, il n'y a pas de rigueur. Je peux faire, si je retire en fait mon point virgule, ça va fonctionner. Il n'y a pas de rigueur en JavaScript. Or, c'est pas très correct. Si vous commencez avec un langage qui n'est même pas d'abord typé, voilà le premier problème. Vous commencez par un langage qui n'est pas typé, un langage que vous oubliez la virgule, ça fonctionne, mais ça peut vous causer problème quelque part. Bon, la dernière fois, nous avons bien évidemment commencé avec la partie concernant le DOM. Et l'objectif principal avec le DOM, c'était de faire quoi? C'était de pouvoir accéder aux différents nœuds de notre l'arborescence HTML. Puisqu'on a dit que dans une page HTML, les nœuds forment ici l'arborescence. Et donc, on a quoi? On a des enfants, on a des parents et on a des frères. Parmi les nœuds, puisqu'on appelait les éléments des nœuds, et on a dit que ces nœuds étaient des objets. Et on pouvait sélectionner chaque nœud. Alors, lorsqu'on dit sélectionner chaque nœud, c'est quoi? C'est sélectionner chaque élément de notre document HTML. Maintenant, on avons commencé avec quelques propriétés et méthodes en ce qui concernait dont les éléments qu'on pouvait sélectionner. Et nous avons vu les méthodes qui permettaient de faire des sélections. La première méthode, c'était quoi? C'était le getElementById. Le getElementById nous permettait de faire quoi? Permettait d'avoir les éléments qui ont un certain ID. Les éléments qui ont un ID. Donc, ça va permettre de récupérer tous les éléments qui ont un ID qu'on a précisé ici là en paramètres. En plus, on avait le getElement by className. On a bien expliqué ça la dernière fois. Qui permettait de sélectionner les éléments à partir des classes. Donc, les éléments, ça retrouve tous les éléments. Après, on avait le query selector. Le query selector également qui permettait de sélectionner toujours à partir cela de, je vais dire ça comment, ça permettait de sélectionner à partir d'une classe, à partir des classes. Donc, on peut mettre toute une arborescence de classes en ce qui concerne le HTML, CSS en fait. Et nous sommes arrêtés là lorsqu'on parlait de. On a essayé de faire un exemple d'application où on faisait quoi? On essayait de récupérer l'accès à un élément. On récupérait un élément à partir de son attribut.
On a précisé l'attribut et on a essayé de faire un affichage. C'était notamment une image qu'on manipulait en fait. Comment on va donc faire pour accéder à tous les éléments, en fait, à tous les enfants en fait d'un élément? Donc, comme on peut accéder aux éléments à partir de soit l'attribut, soit la classe, soit l'identifiant, on peut également récupérer tous les enfants en fait d'un élément. Donc, si j'ai un élément, par exemple, mon HTML, si par exemple, j'ai une balise là, par exemple, qui veut par exemple dire diff, là, par exemple, il y a diff, donc, j'ai par exemple une diff container qui a 5 colonnes, donc il y a 5 diffs également. Je veux pouvoir récupérer tous les enfants de ces diffs en fait. Comment je peux donc faire en JavaScript pour récupérer tous ces diffs-ci? Sachant que ces 5 diffs sont des enfants de ce conteneur. Donc, JavaScript nous permet de le faire en fait. Donc, en JavaScript, pour le faire, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle les tilt notes, les nœuds enfants. Donc, la syntaxe est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement venir dans notre script. Donc, ça, c'est la récupération en fait de tous les enfants d'un élément. Récupérer tous les enfants d'un élément. Qu'est-ce qu'on fait? On va préciser l'élément en question. Donc, la syntaxe dit quoi? On va préciser l'élément en question. Donc, ça sous-entend quoi? Par exemple, on a récupéré ici là. Je vais venir prendre ce qu'on a fait la dernière fois. Par exemple, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné toutes les images qui se trouvaient dans notre document. Imaginons que par exemple, notre élément était élément. Donc, on peut déclarer une variable var où on va mettre notre élément. Donc, on va dire par exemple var container va recevoir quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, mais il faut d'un élément. Il faut d'abord qu'on récupère l'élément en question. C'est ça, non? Bon, on va faire document.getElementBy class name. En fait, on décide ce qu'on veut. Donc, soit on utilise bah, un query selector qui est beaucoup plus utilisé. Je fais un query selector. Document.query selector, il précise ma classe. C'était quoi? C'était container. Alors, j'ai récupéré ça. Maintenant, ça, c'est la syntaxe en fait. La syntaxe, c'est quoi? On cible d'abord l'élément. On met l'élément. Point. Chill note. Ça, c'est la syntaxe en fait. Chill note. Ça, c'est la syntaxe. Lorsque vous allez faire le nom de l'élément que vous allez récupérer. Point chill note. Qu'est-ce qui se passe? Ça récupère tous les enfants de l'élément que vous avez sélectionné. L'élément étant le document, un nœud, en fait, un nœud de votre page, en fait, un nœud du DOM. Donc, si je fais par exemple container sur document.query selector.container, j'ai récupéré mon élément. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc afficher element. Je peux donc afficher container. Je mets ça peut-être avec S pour dire qu'on aura plusieurs containers. Et qu'est-ce que je peux faire après? Je peux faire un container. Chill notes. Ça me permet d'afficher tous les enfants en fait de ce conteneur-ci. Maintenant, on peut également accéder à un parent. Donc, si j'ai par exemple un parent, considérons que dans ma page, par exemple, on considère que dans notre page, on a celui-ci qui va s'appeler, on va l'appeler comment? Bon, appelons-le col 1. Bon, on va laisser ça comme ça pour éviter les tirets. Donc, si par exemple, j'ai un élément col 1, c'est-à-dire quoi? J'ai récupéré dans mon JavaScript un élément avec, par exemple, var col 1 reçoit document.query selector
Si je fais un document un peu query selector, préciser le sélecteur, je vais la prendre par exemple. Si on prend par exemple col, c'était col 1. Si on prend col 1, on a sélectionné notre premier div. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut donc accéder aux parents de cet élément-ci, en fait. Donc, si on peut accéder aux parents de cet élément, on va faire quoi? On va faire un call 1 point parent node. Donc, ça, c'est les petits éléments, en fait, que vous devez être en mesure de pouvoir savoir manipuler. On va faire, bien évidemment, une pratique pour que vous puissiez voir tout cela, comment ça fonctionne. Donc, ça peut vous dire quoi? On peut vouloir accéder aux éléments, c'est-à-dire quoi, aux parents d'un élément, bien à l'enfant d'un élément. Vous allez beaucoup utiliser ça peut-être quand vous allez faire peut-être des slides, des positionnements, plein d'autres choses. Voilà les récupérations qu'on peut également faire. Récupérer les enfants, récupérer les parents. Ça, c'est la récupération parents. Qu'on commande pour que vous puissiez pas oublier. Récupération du parent d'un élément. Bon, ça, c'est la méthode assez simple. On a récupéré à la fois les enfants avec chill note, on a récupéré le parent avec parent note. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pouvoir manipuler les différents attributs, comme nous avons fait ici la dernière fois. La dernière fois, qu'est-ce qu'on faisait? À partir à partir d'un élément qu'on avait récupéré, qu'est-ce qu'on pouvait faire la dernière fois? On pouvait faire un get attribute. Le get attribute permettait de faire quoi? De récupérer un élément ayant un attribut donné. Mais maintenant, on nous dit à JavaScript quoi? On peut vouloir maintenant manipuler ces attributs-là. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que si j'ai dans ma structure HTML, peut-être, je veux peut-être rendre actif certains liens. Est-ce que vous vous rappelez par exemple le problème des menus? Lorsque vous êtes en train de travailler avec les menus, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir activer un menu lorsqu'on est sur lui en fait. Est-ce que vous vous rappelez? Donc maintenant, avec JavaScript, c'est possible. Vous pouvez créer une classe. Maintenant, lorsqu'on clique en fait sur le bouton, sur l'item du menu en question, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez tout simplement, je vais dire comment? Vous allez tout simplement attribuer dans cette un nouvel attribut pour prendre en compte le changement. Parce que l'objectif présentement, c'est vous montrer comment on peut manipuler dans les attributs. Là, on a récupéré un élément à partir de son attribut. Get attribute. Là, c'est ici. Récupération d'éléments à partir de son attribut. Et là, on a modifié l'élément à partir de l'attribut récupéré. Donc maintenant, ils sont changer. Donc ça veut dire qu'on peut changer la valeur d'un attribut. C'est un cas simple. Je vais vous montrer un cas simple. Alors, un exemple palpable, c'est une naf. Bon, je ne vais pas trop aller trop loin. Je vais faire une UL. La UL, je vais faire LI 5. Ouais, dans la LI, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre. Bon, j'ai oublié la syntaxe pour mettre incrémenter. Donc là, par exemple, on considère que vous avez un menu de navigation en fait. Et vous voulez que lorsqu'on est en train de cliquer sur un item, ajouter peut-être une classe active. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, si on a peut-être une classe active, donc, la modification, en fait, la manipulation des attributs peut vous permettre, en fait, de pouvoir changer cette classe-là, en fait. Donc, si je reviens dans mon code JavaScript, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste faire récupérer mon élément. Donc, je fais
un element.get. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux déclarer déjà mon élément. Donc, je fais element histoire get element by. Je peux prendre directement la ligne si pour ne pas perdre du temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans le cas d'un menu, on va faire ça. Je vais dire mon élément va recevoir quoi? Bon, je peux dire mon menu. Mon menu reçoit document.correct selector. Bon, c'était selector all. Je considère que si je sélectionne les balises, je sais que j'ai une seule balise nav. Maintenant, lorsque j'ai ma balise nav, qu'est-ce que je peux faire? Je récupère un attribut en question. Donc, je fais un var menu reçoit. Désolé. Menu reçoit document.get. En fait, document.query selector nav. C'est ce qu'on a fait la dernière fois pour la manipulation. Donc, on a accès à l'attribut en question. Et on peut donc modifier un attribut en faisant quoi? En sélectionnant, en faisant d'abord un get. On peut d'abord accéder à l'attribut en question. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire mon menu.get attribute. On précise le nom de l'attribut. Est-ce que vous vous rappelez très bien? Bon, ce que je suis en train d'expliquer là, on l'a déjà presque fait avec, par exemple, les images. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais faire menu.set attribute. Get, c'était pour récupérer. Je vais vous montrer peut-être comment modifier, non? Bon, ça fait qu'on l'a presque fait. Je vais faire set attribute qui précise un paramètre. Qu'est-ce que je veux modifier? Donc, je suppose par exemple que dans mon HTML, ça n'avait pas la classe active. Ça avait plutôt, on va dire ça veut dire peut-être un truc comme. Bon, ça n'avait pas. Ça n'a rien en fait. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement ajouter, lorsqu'on a cliqué sur lui définir son attribut classe avec une autre valeur qui sera quoi? Active. On va avoir un exemple d'application en fait. Bien évidemment, pour pouvoir faire ça, il va falloir déclencher le clic. On va déclarer le clic. On va dire quoi? Au clic, qu'est-ce qu'on fait? On récupère notre élément sur lequel on a cliqué. On change l'attribut classe à actif pour dire quoi? Ça sera dorénavant actif. Actif étant quoi? Actif étant une classe, étant un CSS en fait, on a créé bien évidemment. Et ça se comprend. Vous savez que dans votre code CSS, vous avez déclaré une classe active qui permet de styler un ensemble de choses, quoi. Active, peut-être vous allez mettre la couleur, par exemple, peut-être changer le background color, peut-être à vert. Ça, c'est le principe du design UI. C'est que les éléments importants, on les met juste le plus souvent en vert. Donc, ça, c'est un exemple pratique. J'espère que vous comprenez. Ça, c'est un cas pratique d'application, en fait, de la manipulation des attributs. Donc, lorsqu'on va cliquer sur par exemple, sur mon item, je suppose que c'est quel que soit l'item qu'on clique dessus, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On récupère l'élément en question et on change sa classe. Et au niveau de la classe, de l'attribut classe, on ajoute ici la classe active, qui est une classe ici, la CSS. Chaque élément a un attribut. Ça, c'est des attributs par défaut. Tous les éléments HTML ont des attributs. Et par défaut, c'est vide. Donc, si on interroge là, si on fait get attribute, ça sera vide. Un exemple simple, lorsque vous êtes dans les sites web, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous survolez, parfois, lorsqu'il y a un menu, quand vous survolez, regardez par exemple ici, là, je crois que vous voyez. Quand vous survolez, il y a quelque chose qui se passe. C'est la même chose au clic. Lorsqu'on va cliquer, il faut qu'on se positionne sur le menu en question. On change peut-être la couleur pour dire que bon, on est sur telle rubrique en fait. C'est la même chose par exemple sur le site que vous êtes en train de créer pour l'entreprise. On aura par exemple accueil, à propos, nos travaux. Il faudrait que lorsqu'on clique sur à propos, ça puisse peut-être souligner, ça puisse peut-être colorer pour savoir que non, je suis à telle rubrique actuellement en fait. C'est cet exemple-là que je suis en train de vous montrer en fait. Bon, c'est vrai que ici, là, il y a fait une petite erreur à la ligne 64. Normalement, ce n'est pas la nav qui devait sélectionner. Puisque la nav contient quoi? La nav va contenir tous les LI. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas réellement ce que j'ai écrit. Si vous avez compris. Parce qu'ici, là, je suis en train de sélectionner la nav. Maintenant, si je veux toucher un LI, il faudra quoi? Il faudra que je parte plutôt sur le LI.
puis prendre là un LI qui est dans une NAF. Là, ça marche. Bon, dans ce cas, si ça va prendre tous les LI, parce qu'on a dit quoi? Sélectionner tous les. Puisque c'est un query selector all. Il va aller sélectionner tout. Mais maintenant, en fait, mon objectif n'était même pas de montrer ceci là comme ça. Mon objectif, c'était de vous expliquer quoi? Qu'on peut sélectionner, par exemple. Exactement, exactement. C'est ce que je voulais expliquer. C'est juste que, comme j'ai copié, j'ai oublié de modifier. Désolé. Lorsqu'on veut accéder de manière unique à un élément, on va utiliser quoi? Query selector. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On va mettre le plus souvent l'identifiant. En fait, de ce qu'on est en train de vouloir récupérer. Ça peut être. En fait, on met un sélecteur, si je puis dire comme ça. Donc, si je veux sélectionner un élément unique, je vais utiliser le query selector. Il précise en paramètre ici là le nom du sélecteur en fait en question. Donc, lorsqu'on prend par exemple le get attribute, quand on a fait le get attribute, attendez, vous avez demandé le get attribute et le get selector. Peut-être que je me trompe. Attends, quelle était votre question, s'il vous plaît? Oh là là. Le get attribute permet de récupérer un attribut HTML. Donc, c'est une méthode en fait qui permet de récupérer la valeur d'un attribut dans le DOM. Donc, lorsqu'on va vouloir récupérer la valeur d'un attribut dans le DOM, qu'est-ce qu'on va faire? On va spécifier ici là le nom de l'attribut qu'on l'on souhaite récupérer. Là, par exemple, dans le cas palpable, la dernière fois, on travaillait avec une image. On avait récupéré l'élément image en question, si vous vous rappelez très bien. On avait utilisé le query, c'est le document.query selector all. On récupérait toutes les images dans notre HTML. Maintenant, on voulait récupérer. Si vous regardez bien le HTML, vous allez voir que la balise HTML a un attribut ID qui est égal à image 1, un attribut src qui est égal à test.wp et un attribut name qui est égal à image Java. Alors ici, là, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait récupérer quoi? On veut récupérer un attribut précis. On est là. Bon, là, on est plutôt sur. Voilà, regardez ici. Si on voulait récupérer un attribut précis, on devait faire get. Donc, si je fais element.get, je précise l'attribut, ça va me retourner ce que je veux. Donc, par exemple, ici, si je veux récupérer en fait le contenu de l'attribut src, dans le chemin d'accès à peut-être mon image ici, en fait, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais faire un get attribut de src. Donc, si je viens là, je fais plutôt. Si je fais element, si je fais element .get attribute, je précise entre parenthèses, autant pour moi, src. Qu'est-ce que ça fait? Ça va aller chercher le contenu de l'attribut src de mon élément. Quel est mon élément? Mon élément, c'était image. Il a un attribut src, oui. Quelle est sa valeur donc? Donc la valeur ici sera quoi? Le chemin d'accès donc à mon image, comme vous voyez ici en fait. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, lorsqu'on fait le get attribut, ça fait quoi? Ça va récupérer le contenu d'un attribut. Si ça existe, bien évidemment. Si ça n'existe pas, ça sera nul. Par exemple, dans mon cas de tout à l'heure, j'essaie pas, si je viens par exemple là, si nous venons par exemple ici, où nous avons fait par exemple query selector item. Si par exemple, je fais un get class, par exemple sur mon élément item, et que mon élément item n'a pas en fait, si l'élément item auquel nous sommes n'a pas de classe, ça va me retourner nul. Donc si on veut prendre un exemple par rapport, ça veut dire quoi? Si on fait un get element, on fait le get attribute sur le premier élément ici là, de la classe, de l'attribut classe, ça va me retourner nul. Ici là, ça va me retourner azerty. Donc lorsqu'on fait le get attribute, en fait, ça part chercher un attribut. Puisque chaque élément HTML, chaque balise HTML a ce qu'on appelle des attributs. Vous connaissez les attributs, on a les attributs classe, les attributs ID,
les attributs name, et ainsi de suite, en fonction des balises, en fait. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Maintenant, au niveau de query selector, le query selector, lui, va permettre de faire quoi? Il va permettre tout simplement de sélectionner des éléments dans le DOM en utilisant un sélecteur CSS. C'est simple comme bonjour, en fait. Et il va retenir le premier élément qu'il trouve. À la différence du query selector all, qui lui va récupérer tous les éléments en question. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut qu'il précise cela. Donc, le query selector va donc cela sélectionner des éléments dans le DOM en utilisant un sélecteur. Quel que soit le sélecteur, ça peut être un sélecteur simple, un sélecteur de parenté, une balise, ainsi de suite. Tous les sélecteurs que vous connaissez en CSS, en fait, vous pouvez les mettre ici à l'intérieur. Et avec le query selector, il va récupérer uniquement le premier élément qu'il va trouver. À la différence, en fait, du query selector all, qui lui va faire quoi? Il va récupérer tous les éléments, donc plusieurs éléments, et dans ce qu'on appelle entre parenthèses un tableau. Ce n'est pas vraiment un tableau proprement dit. J'espère que jusqu'ici, maintenant, c'est clair pour vous. Ok, c'est clair, ça veut dire que vous avez compris. Et j'espère que la prochaine fois, c'est vous qui allez m'expliquer. Donc, j'espère que vous avez compris la différence maintenant entre le query selector all. Donc, le query selector retourne le premier qu'il trouve. Bien évidemment, on prend en paramètre. Qu'est-ce qu'on prend en paramètre ici? On prend tout simplement en paramètre un sélecteur. Et le query selector all, lui, va faire quoi? Il va sélectionner les éléments du DOM. Tous les éléments du DOM, en fait, qu'il va trouver correspondant ici, là, au sélecteur qu'on a précisé. Il va retenir cela, en fait, dans ce qu'on appelle des node list. Ce sera dans une liste de nœuds, en fait. Et, et dans l'autre, on va voir ça en profondeur lorsqu'on sera sur des travaux pratiques. J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Donc là, je vous ai montré comment on accède ici là à un attribut et comment on peut le manipuler. On peut le manipuler, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être accéder à un item, on va changer la classe, peut-être à dire que bon, devient maintenant actif. C'est-à-dire quoi? On va lui donner peut-être une couleur d'arrière-plan, colorer peut-être le texte. En fait, ce que vous voulez, en fait. C'est un style que vous avez déjà préparé, c'est une classe, en fait. Vous ajoutez cette classe-ci tout simplement à l'attribut classe d'un autre élément, par exemple, qui s'appelait, qui avait là, par exemple, je vais dire, c'était un point, c'était une classe, c'est ça pour moi. Là, il faut toujours tenir compte de ça, en fait. Parce que c'était une classe et ça fonctionne. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la manipulation des attributs. On a le get attribute pour récupérer et le set attribute pour modifier, bien pour ajouter. Comment on va faire donc pour accéder au texte d'un élément et comment on va donc faire pour le modifier? Ça, c'est vraiment ici là que on va commencer à appliquer un peu le JavaScript proprement dit. Donc, comment accéder en fait? Je dis ça comment? Comment accéder d'une part au contenu maintenant de l'élément. Donc, si on a sélectionné un élément, ça peut être un paragraphe. Comment je fais pour accéder en fait à ce paragraphe proprement dit, au contenu du paragraphe en question? On peut dire comme ça. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est quoi? C'est l'accès. Et la deuxième méthode, c'est la modification. On va voir ça concrètement. Alors, pour accéder, pour manipuler en fait la valeur des éléments, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne toujours l'élément en question et on va faire la notation, toujours la notation pointée pour utiliser le node value. Et bien évidemment, on peut utiliser soit
On peut récupérer à partir soit du parent, soit à partir des différents enfants. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 juste des parents, du parent et des enfants. On peut également vouloir récupérer le premier enfant ou le deuxième enfant. Donc ce sont des méthodes qui existent. On va pas tous les voir en un coup, donc au fur et à mesure qu'on va pouvoir voir tous ces éléments-là, en fait. Je vais prendre un exemple simple. Là, j'ai mon élément. Je considère que j'ai mon élément. Je vais toujours venir dans mon HTML, je vais déclarer une valise P point, par exemple, je vais dire quoi? P.intro. J'ai mon paragraphe P.intro. Je vais donc manipuler la valeur de mon paragraphe. Donc ça, c'est mon paragraphe. Je vais vouloir manipuler le texte qui est à l'intérieur. Comment je fais? Premièrement, j'accède d'abord à mon élément. On a déjà vu, donc on est en train d'essayer d'appliquer à chaque fois. J'accède à mon élément. Donc, je vais dire créer d'abord ma variable. La première chose à faire, toujours créer une variable. Intro ressort quoi? Maintenant, on va utiliser le query selector tout simplement. Bon, on a utilisé le query selector. Bon, on va toujours continuer. C'est le plus utilisé en fait. Lorsqu'il est unique, query selector, on va prendre un autre intro. Bien évidemment, on part toujours du document en question. Bon, maintenant, je vais modifier en fait le texte d'un élément. Par exemple, regardez ce qu'il veut faire par exemple. Par exemple, si j'ai récupéré mon intro, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire intro point not value. Désolé, j'ai fait une erreur. Bon, quand je suis sur un paragraphe, en fait, qu'est-ce que je peux faire? En HTML, nous avons des nœuds. Lorsqu'on est sur un nœud, ouf, désolé, j'ai fait une confusion. Lorsqu'on est sur un nœud, en fait, on a des enfants. Est-ce que vous vous rappelez? On quitte des nœuds pour arriver où? Aux feuilles. Donc, lorsque j'ai, à la base, j'ai quoi? J'ai mon HTML. Est-ce que vous vous rappelez? Et dans HTML, qu'est-ce que j'ai? J'ai le head, j'ai le body. Est-ce que vous vous rappelez? Ok. Et dans le body, qu'est-ce que j'ai? J'ai des éléments. Mais dans mon cas, j'ai mon paragraphe. Et dans mon paragraphe qui est P, j'ai un dernier élément qui est une feuille. La feuille là, c'est quoi? Un texte. Donc, si on veut faire agir, donc si on veut agir sur le texte du nœud en question aussi, il faudra cela qu'on puisse accéder d'abord à lui. Pour accéder directement au premier enfant. Donc, puisque le texte ici là, en fait, c'est le premier enfant de mon paragraphe, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la méthode first child. Tout comme on a parlé de parent. Vous vous rappelez bien, on a parlé de parent tout à l'heure. On peut également accéder au premier élément. Donc, si je veux accéder au premier élément, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement un intro, first child. Bon, normalement, il doit m'afficher quelque chose. Donc, on va déboguer directement pour éviter les surprises. Et bon, on va mettre ça dans une variable. On va l'appeler texte, soit intro.firstChild. Le texte, voici le texte normalement que je dois accéder, qui est le intro.firstChild. Bon, essayons d'afficher le texte pour se rassurer que tout fonctionne bien.
Donc, lorsque vous travaillez comme ça vous permet de, si vous avez des problèmes, ok, ça fonctionne. Donc, c'est ça le problème. Il faudrait que, comme j'ai dit tantôt, on accède d'abord au nœud texte. Parce on a des nœuds éléments au départ. Et maintenant, dans les nœuds éléments, il faudrait que pour pouvoir manipuler, on puisse accéder à partir du nœud texte. Donc, dans mon paragraphe, c'est un nœud élément. Maintenant, si je veux modifier le texte, il faudrait que j'accède d'abord à ce texte-là, en fait. C'était ça le problème, en fait. Donc, puisque je peux accéder à mon texte, donc forcément, je peux le manipuler. Donc, si je veux le modifier, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vais faire un texte. C'est la modification que je vais vous montrer. Donc, là, je peux faire maintenant, exactement, note, texte.note, value, va recevoir JavaScript est très facile. Vous voyez, quand je mets les points virgules, ils ne me dérangent pas, mais c'est pas correct. Vous voyez, ça a fonctionné. Le problème, c'était au niveau de l'accès. Comme je vais vous expliquer, si j'espère que vous avez bien compris. Ouais. Bon, le plus souvent, lorsqu'on parle, puisque c'est un arbre, les arbres, on dit qu'on a le nœud, et le dernier qui est en dernière position, on appelle toujours les feuilles. Et les feuilles, là, par exemple, ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une GIF également, mais avec le node value, on peut l'utiliser que sur quoi? Sur des éléments de type texte, comme j'ai rappelé au départ. L'objectif ici, c'est de faire quoi? Je vais vous montrer en fait que vous pouvez manipuler en fait les valeurs d'un nœud. C'est ça l'objectif en fait. On veut manipuler les valeurs d'un nœud. Et les valeurs d'un nœud qu'on peut manipuler sont les valeurs de type texte en fait. Ça se comprend. Donc, si c'est un nœud, par exemple, image, est-ce qu'à l'intérieur d'une image, on peut avoir un texte? Non. Donc, je ne peux pas manipuler un nœud de type image. Je ne peux pas modifier en fait cela en fait. Un paragraphe à l'intérieur, on peut avoir un texte, donc je peux le manipuler. En fait, je peux accéder jusqu'au dernier élément. Je vous ai parlé de first style, il y a last style, il y a append style. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à tous les éléments qu'on a accédé là, si c'est un type texte, on pourra donc le modifier. Donc, voilà un exemple. Vous voyez que c'est très facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, c'est comme ça que vous allez travailler. On travaille toujours en déboguant, en fait. Les parentés, c'est sur les éléments, en fait. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé du parent node et du child node. C'était sur qui? C'était sur les enfants. Par exemple, le child node, ça dit quoi? Bon, c'est vrai que c'est peut-être la comparaison de l'anglais. En anglais, node, c'est ce qu'on appelle les nœuds. Je vous ai dit que la structure de notre DOM, c'était des nœuds, en fait. Donc, chaque élément ici là constitue un nœud. J'ai ici là, par exemple, la balise HTML. La balise HTML, c'est un nœud. La balise head, c'est un nœud. La balise body, c'est un nœud. La balise P, c'est un nœud, en fait. Et maintenant, chaque nœud, à partir d'un nœud, je peux accéder à ces éléments de parenté. Donc, par exemple, le nœud body, son parent, c'est qui? C'est HTML. C'est la même chose que si vous vous rappelez de CSS, en fait. C'est le même principe. Est-ce que vous vous rappelez des parentés en CSS? Donc, si nous voici la structure de ma page, alors ici, là, qu'est-ce que j'ai? Quand j'ai mon body, les enfants de mon body sont qui? Dans les child node, dans les nœuds enfants, en fait, de mon body sont qui? Sont P et peut-être là, peut-être je vais dire quoi? IMG. Je suppose que ça, c'est IMG. Si c'est HTML, HTML, c'est la racine. Donc, l'ancêtre, le parent principal. Ces enfants sont qui? Sont d'abord les deux ici. Sont des sous-enfants également. Si on est ici, là, par exemple, le dernier nœud à la hiérarchie, allant vers la droite, vous voyez qu'on a le paragraphe et ensuite le texte. Le dernier, parce que ça, c'est une feuille, parce que lui, il est libre, en fait. Il n'y a plus rien sur lui. Et on peut donc appliquer les node tilde sur lui sans problème.
Voilà un peu en ce qui concerne un peu quelques manipulations que vous pouvez faire en fait sur le DOM. Également, vous pouvez créer à partir de JavaScript vos propres éléments. Voilà la puissance même encore du JavaScript. Donc, je peux décider de vouloir créer moi-même mes éléments. Donc, ajouter du contenu de manière dynamique. Ça, vous voyez un peu comment déjà la puissance de JavaScript. Donc, je vais pouvoir générer un contenu HTML que je vais insérer quelque part dans ma page sans me casser en fait. Il y a plusieurs cas d'utilisation que vous pouvez le faire. Par exemple, ça peut être le cas des pop-up, ça peut être le cas des boîtes de dialogue. Il y en a un tas de cas où vous voulez ajouter un contenu à un paragraphe, par exemple. Si par exemple vous avez un paragraphe et à un certain moment, si l'utilisateur clique quelque part, vous voulez ajouter une image plus bas, vous allez créer donc un élément de type image. C'est-à-dire quoi, vous créez la balise IMG, vous remplissez son contenu et vous allez l'insérer donc dans votre page. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, c'est très simple pour créer un élément. Donc, on va créer un élément HTML depuis JavaScript. Très simple, qu'est-ce qu'on fait? On crée directement on déclare toujours une variable qui va contenir cela. Bon, on crée un élément de quel type? Donnez-moi un exemple. Vous voulez créer quel élément? Par exemple, dans notre page, on va ajouter un élément. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, bon, on va ajouter un élément. Disons qu'on va ajouter un paragraphe. La première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait document. On déclare d'abord la variable qui va contenir notre paragraphe. Bon, on considère que ce sera E. E étant l'élément qu'on veut ajouter. On va faire quoi? On va faire un document. Toujours document. Point. Vous allez utiliser la méthode create element. Vous voyez qu'on a un tas de méthodes qui peuvent être utilisées. On a create element qui va permettre de créer un nœud qui pourra être ajouté à notre page ou bien inséré dans notre arborescence qui existe déjà. Je vais créer par exemple un paragraphe, entre parenthèses, je précise juste le nœud que je vais créer. Ça peut être ça peut être un lien, ça peut être un acronyme, ça peut être une adresse, ça peut être un appel, ça peut être une zone de texte, ça peut être un article, ça peut être un asset, ça peut être un audio, ça peut être tout ce que vous connaissez. Je considère que c'est un paragraphe que je vais créer. Je vais dire créer ici là un nœud de type paragraphe. Une fois que c'est créé, en fait, je peux donc ici là l'insérer dans mon document. Qu'est-ce que je fais? Si par exemple, je vais insérer dans mon document, où est-ce que je vais l'insérer? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Où est-ce qu'on peut insérer? On peut l'insérer comme étant parent de quelqu'un. Je vais prendre directement je vais sélectionner un élément et l'ajouter comme étant un parent. Donc, je prends par exemple, on va prendre qui? On va prendre tout à l'heure, on a sélectionné intro. Donc, on va faire quoi? Intro. Donc, on va ajouter à intro. Et pour ajouter, qu'est-ce qu'on fait? On appelle append child. Append child, c'est-à-dire qu'on va ajouter un enfant à qui? Au paragraphe qu'on avait déjà sélectionné ici là. Donc, point append child, on précise entre paramètres l'élément qu'on va ajouter. Je vais ajouter le nœud E. Mais point virgule, j'enregistre. Donc, normalement, si j'actualise, il n'y aura pas de problème. Parce que j'ai bien ici là. Est-ce qu'il fallait? Donc, je vais venir là. Je vais actualiser. Un peu où là? Bon, ma souris dérange un peu. Ok, on va aller regarder on va aller inspecter pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors, si on regarde un peu la structure, notre structure,
Si on essaie de regarder la structure, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez qu'on a un paragraphe qui est venu s'ajouter comme étant un enfant du paragraphe intro. C'est ça donc le append donc ça nous permet on a créé un élément E de type P et on a ajouté cet élément-là à notre paragraphe de début de départ en utilisant ici là la méthode append-child qui nous permet de faire quoi? Ajouter un élément à un nœud. Est-ce que c'est clair pour vous? Maintenant, une fois qu'on a ajouté un élément, c'est un élément que nous avons créé. Et il faut savoir donc que en JavaScript, on peut manipuler autant que possible tous les éléments que nous avons ajoutés. Donc, il y a un tas de méthodes que nous allons voir pas à pas. On pourra centrer son texte, on pourra ajouter des classes. Donc, vous voyez que si je peux maintenant essayer de faire quoi? D'ajouter même un contenu à l'intérieur. Donc, ça, c'est ça en fait l'avantage de JavaScript. Une fois que j'ai créé ceci là, je peux modifier également l'élément. Je peux modifier les styles de l'élément. Un exemple, mon élément E étant créé, qu'est-ce que je peux faire? S'il a un texte en fait, je peux centrer ce texte en fait. On peut créer un élément. Une fois que l'élément est créé, on peut l'ajouter à un nœud. Là, par exemple, on l'a ajouté à un nœud qui s'appelait quoi? Qui s'appelait E. Le nœud E, enfin, le nœud intro, pardon, qui n'est rien d'autre que le paragraphe que nous avons récupéré tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le styler comme on veut. Donc, c'est par exemple, exactement. C'est valable pour tout le monde, en fait. Tout ce que nous avons récupéré tout à l'heure, là, on peut les styler, en fait. C'est-à-dire qu'on peut gérer les styles. Donc, ce qu'il veut vous montrer, c'est que vous pouvez gérer les styles d'un élément depuis le JavaScript. Un exemple très simple. Si je prends, par exemple, mon élément intro, on va aller sur lui pour ne pas perdre du temps. Donc, si je prends mon élément intro, je peux modifier son style. Donc, vous allez juste utiliser le point style. Et lorsque vous faites le point style, toutes les propriétés CSS que vous connaissez s'appliquent. Color, text align, display, toutes les couleurs, donc tout ce que vous connaissez en fait. Donc, s'il met la couleur, on peut définir la couleur, tant pour moi. Donc là, il définit une couleur à red. Normalement, il devait fonctionner. Si il a pris intro, il peut changer son style. Il peut le centrer avec quoi? Un text align. Il met la valeur sainte. Donc, toutes les propriétés, c'est ce que vous connaissez. Donc, ça, ce n'est qu'un pour vous montrer. Vous allez vous actualiser. Ça fonctionne. Non, c'est juste des trucs principaux que je vous montre en fait. Il y en a, oui, JavaScript, c'est un langage tout entier, c'est vaste, mais ça, vous voyez que très bien que ça doit vous montrer les trucs basiques. Je vous ai montré d'abord comment on modifie un attribut, comment on récupère les attributs d'un élément, comment est-ce qu'on sélectionne les éléments. Maintenant, je vous ai montré comment on crée un élément, comment on ajoute un élément. Et mon code est très bien commenté. Donc, si vous prenez ça, ne n'aurez pas de la peine. Et on va faire des exemples pratiques. Vous allez encore bien comprendre. Au fur et à mesure, vous allez appliquer, vous allez réviser avec les exercices que je vais vous donner. Vous allez très bien comprendre. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce point-là, en fait. Ça sera très facile. Également, si on a sélectionné un élément dans le DOM, on peut également le supprimer. Donc, si ma nav de tout à l'heure, je peux supprimer, je peux sélectionner cette nav-là et la supprime. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire. Donc, il peut utiliser quand même une variable var qui ressort quoi? Var, par exemple. Var, par exemple, ma nav. Je pense qu'on avait déjà récupéré la nav pour ne pas perdre de temps. Bon, allons simplement. Donc, la var nav ressort quoi? Document. Point query selector. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Notre nav, bien évidemment. Il s'est quand de sélectionner notre nav.
Et qu'est-ce qu'on va faire sur lui? On peut faire nav, point, faire quoi? Nav, point, remove. Bon, c'est pas, il y a d'abord, lorsqu'on fait, on prend d'abord l'élément en question, on fait point parent note, on va le supprimer à partir de son parent, à partir de lui-même en fait, point remove, child, e. Comme ça que vous allez le faire pour pouvoir supprimer l'élément. Donc, je sais, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore pris E de tout à l'heure, je prends plutôt le nom que j'ai donné ça NAF. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la NAF en question et après, je me positionne sur cette NAF elle-même pour pouvoir la supprimer avec tous ses enfants en fait. Et ça se comprend. Donc, ça va supprimer tout l'élément avec tous ses enfants. Donc ici là, bon, si on veut bien sélectionner ici là, on va pas tout supprimer. On va essayer peut-être de retirer, essayons de retirer un élément pour voir exactement. Ouais, essayons de voir, de donner une NAF ici. Bon, bon, qu'est-ce qu'il y avait donné? C'était des items. Je vais peut-être sélectionner un item ici, là, de manière unique. Là, on va vraiment voir comment il sort de l'élément. On va dire par exemple supprimer. Bon, ok, ici, je prends ma knife, je, je sélectionne un sup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ajouter ça ici, pour qu'on puisse bien voir comment un élément va être supprimé. Voilà, il veut supprimer un seul élément. Donc, qu'est-ce que je fais? Il est sélectionné. Bon, là, il est même plutôt dans. Oh là là, ça va pas fonctionner comme je veux. Il n'est pas un enfant direct de. Il ne sera pas directement un enfant de NAF. Hmm, oui, bon, on peut tester directement sur le UL pour que ça ne pas perdre du temps. Bon, normalement, avec ce que j'avais fait, ça pourrait marcher. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. On peut laisser ça comme ça. Vous dites? Voilà, là, je vais essayer de supprimer directement la NAF. Ouais. Là, je voulais vous montrer comment on retire un seul élément. Mais bon, ça devait encore faire réfléchir. Je ne voulais pas perdre du temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je veux retirer directement la NAF. Tout à l'heure, quand j'ai mis sup là, c'était pour supprimer un seul LI. Or, il se trouvait que le LI n'était pas directement comme je voulais. Voilà, on va rester sur l'exemple que je montrais. Donc, du coup, quand je voulais supprimer, c'est la même chose. Donc, voilà mon élément que je voulais supprimer, qui était la NAF. Je sélectionne d'abord la NAF. C'est la sélection de la NAF en question. Je supprime ma partie. C'est son élément parent, donc elle et tous ses enfants. C'est assez simple comme bonjour.